On plonge tout de suite au cœur d'un véritable mystère médical. Aujourd'hui, on décrypte comment d'infimes anomalies génétiques, souvent complètement invisibles, peuvent soudainement déclencher des crises systémiques gravissimes. C'est vraiment fascinant, honnêtement, parce que ces maladies héréditaires du métabolisme, elles avancent masquées et arrivent à dérouter même les diagnostics les plus pointus. Alors, la question qui se pose, et elle est de taille, c'est quoi le lien exact entre un coma surgi de nulle part ou une crise psychiatrique aiguë et une mutation génétique rare? Comment un truc aussi banal qu'une simple petite fièvre ou le fait de sauter un repas peut provoquer un effondrement neurologique total? C'est exactement ce qu'on va démêler. Pour y voir plus clair, on va suivre ce plan. 1. Le défi du diagnostic. 2. Les situations d'urgence. 3. Les maladies lysosomales. 4. Le franchissement de la barrière hémato-encéphalique. Et enfin 5, l'écosystème du réseau G2M. Allez, c'est parti. On commence donc tout de suite avec le grand 1, le fameux défi diagnostique. On a souvent cette idée reçue que ces maladies du métabolisme, ça ne touche que les enfants. C'est faux. Regardons ça. On a ici le cas clinique d'une patiente de 44 ans. À l'imagerie, on voit une leucoencéphalopathie, en gros une atteinte sévère de la substance blanche du cerveau, avec des lésions super spécifiques. Franchement, face à de tels signes, c'est tellement facile de partir sur une fausse piste si on ne pense pas d'emblée à une cause métabolique, comme la xanthomatose cérébrotendineuse. C'est une maladie très complexe où le corps gère mal la dégradation du cholestérol. C'est fou, non ? Et c'est là qu'on réalise qu'un simple dépistage biologique de base peut littéralement faire la différence entre un coma dit inexpliqué et une crise totalement traitable. Par exemple, si on détecte une hyperammoniémie, bingo, ça pointe vers un déficit du cycle de l'urée. Ou alors une homocystéine qui crève le plafond va directement nous orienter vers l'homocysténurie. L'avantage énorme, c'est qu'ensuite, les traitements sont hyper ciblés. On parle de choses allant d'un régime alimentaire drastique à l'administration de vitamines bien précises. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les urgences et les décompensations. Il faut bien comprendre à quelle vitesse ces bombes à retardement peuvent exploser. Un exemple parfait, ce sont les déficits du cycle de l'urée. En temps normal, notre corps détoxifie l'ammoniac. Mais ici, le mécanisme est cassé, à cause d'une anomalie héréditaire. Résultat, l'ammoniac s'accumule de façon toxique dans le sang et le cerveau. Et là, ça provoque des troubles neurologiques massifs. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est la banalité absolue des déclencheurs. On ne parle pas de conditions extraordinaires, une simple infection virale, une petite fièvre, un jeûne imprévu ou même un repas un peu trop chargé en protéines, et bam! Ces stress du quotidien suffisent à déclencher une cascade métabolique qui peut mener tout droit à un coma catastrophique, d'où la nécessité d'une réactivité médicale sans aucune faille. Dans ces moments-là, chaque minute compte et le protocole hospitalier doit être suivi à la lettre. Étape 1, on coupe complètement, je dis bien complètement, tout apport en protéines pour stopper la production de toxines. Étape 2, on balance des perfusions massives de glucose et de lipides pour forcer le corps en anabolisme. Et étape 3, on nettoie le système. On fait une épuration médicale de l'ammoniac avec des médicaments spécifiques ou carrément une dialyse pour sauver le cerveau de dégâts irréversibles. Allez, on enchaîne avec la troisième partie, les maladies lysosomales. Si on laisse de côté les crises aiguës pour regarder les troubles progressifs, chroniques, l'approche est tout autre. Pour 9 de ces maladies, on pense notamment aux maladies de Gaucher ou de Pompe, l'enzymothérapie substitutive a été, n'ayons pas peur des mots, un véritable miracle médical. Le principe est d'administrer l'enzyme défaillante par des perfusions intraveineuses régulières. Ça stabilise la détérioration des organes internes et améliore radicalement la qualité de vie des patients. Mais, eh oui, il y a un grand mais, qui est d'ailleurs particulièrement frustrant pour le monde médical. Même si le corps récupère de façon spectaculaire avec ces perfusions, ces thérapies sont quasiment inefficaces face à la dégradation neurologique sévère. C'est terrible à dire, mais pendant que le corps se répare, le cerveau, lui, reste hors d'atteinte et continue de subir les attaques de la maladie. Et ce grand blocage nous amène direct au point numéro 4, le casse-tête du franchissement de la barrière hémato-encéphalique. Pourquoi ces traitements n'atteignaient-ils pas le cerveau? À cause de cette fameuse barrière hémato-encéphalique. C'est une sorte de forteresse ultra sélective de notre propre physiologie. Elle fait un boulot redoutable pour empêcher les virus et les pathogènes d'attaquer notre cerveau. Sauf que voilà, tragiquement, elle est tellement étanche qu'elle bloque aussi l'entrée de ces grosses enzymes thérapeutiques dont on a si cruellement besoin pour stopper l'intoxication. Alors, comment on fait pour contourner cette forteresse ? Plutôt que de passer par le sang qui va systématiquement se casser les dents sur la barrière, la science a trouvé une porte dérobée, le liquide céphalorachidien. Au lieu d'une perfusion classique, on injecte le traitement directement dans ce fluide qui baigne le cerveau et la moelle épinière. On peut le faire dans le bas du dos, en intratécal, ou même directement dans les ventricules cérébraux. L'objectif, c'est tout simplement de sauter par-dessus le mur. Et sur le papier, avec les modèles animaux, ça donne quoi? Eh bien, c'est très prometteur, mais ça reste nuancé. Les injections lombaires arrivent super bien à nettoyer la surface du cerveau, le cortex. C'est déjà une immense victoire.
Mais pour atteindre les zones vraiment profondes comme le thalamus, ça coince encore un peu. On pourrait faire des injections intraventriculaires, directement au cœur du cerveau. Les résultats sont bien meilleurs sur les tissus profonds, oui, mais c'est une procédure extrêmement lourde et invasive. C'est un vrai défi technique de tous les jours. On arrive à notre dernier grand chapitre, le point 5, l'écosystème du réseau G2M. Parce que gérer des cas d'une telle complexité tout seul dans son coin, c'est tout bonnement impossible. D'où l'importance vitale d'une organisation systémique. Prenez ce chiffre, 21. C'est le nombre exact de centres de référence en France ultra spécialisés qui sont dédiés exclusivement à ces maladies héréditaires du métabolisme, tout ça chapeauté par la filière G2GM. Et ça ne s'arrête pas là, il faut ajouter à cela 48 centres de compétences répartis partout sur le territoire. L'idée est brillante, ça permet de garantir qu'une expertise de très haut niveau n'est jamais trop loin d'une famille qui pourra en avoir un besoin urgent et vital. Mais ce réseau, ce n'est pas qu'une affaire de cliniciens. Les associations de patients y jouent un rôle absolument central. Comme le résume si bien l'association Nomio Médiolyse, cette intégration médicale, c'est une opportunité en or pour soutenir la recherche fondamentale, mais surtout pour créer une vraie synergie humaine afin d'améliorer les soins des patients et de leurs familles. C'est tout un écosystème solidaire. Au bout du compte, si on veut vraiment gagner cette bataille, il faut anticiper. Réussir à résoudre le mystère avant que la crise ne fasse des ravages irrémédiables. Et notre meilleure arme pour ça aujourd'hui, c'est la puissance des diagnostics génétiques avancés et tout particulièrement le séquençage d'exomes cliniques de nouvelle génération. Comment ça se passe concrètement? C'est d'une précision chirurgicale. 1. Il faut une prescription hyper détaillée incluant tout le phénotype clinique du patient. 2. La prise de sang ne se fait pas n'importe comment. On utilise un tube bien spécifique, le K2-EDTA, indispensable pour sauvegarder l'ADN de façon optimale. Et 3. On lance le diagnostic moléculaire sur des panels de gènes super larges, comme le TrueSight Expanded. On cherche vraiment l'aiguille dans la botte de foin génétique. Et le timing de ce processus, c'est à la fois un sprint et un marathon. À l'heure zéro, on a la suspicion clinique et on fait le prélèvement. Ensuite, on a une fenêtre hyper stricte de 72 heures, pas une de plus, pour transporter l'échantillon au labo à température ambiante. Et après cette course contre la montre, débute le marathon. Un travail d'orfèvre qui va demander entre 6 et 12 longs mois d'analyse génomique profonde pour enfin, on l'espère, poser un diagnostic définitif et salvateur. On arrive à la fin de ce décryptage et tout ça laisse vraiment songeur. Quand on voit à quelle vitesse on arrive à cartographier de plus en plus de génomes et quand on observe ces nouvelles pistes pour enfin hacker cette forteresse qu'est la barrière hémato-encéphalique, on ne peut s'empêcher de se poser la question. Combien de cas neurologiques, aujourd'hui tragiquement qualifiés de mystérieux, vont finir très bientôt par trouver leur explication métabolique et par conséquent leur remède? C'est un horizon qui est au final plein d'espoir.